All rise, veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning again. Mr. Niang. Bonjour. Monsieur Niang, vous pouvez poursuivre votre déclaration liminaire. Présidente, donc j'avais juste fini de vous parler de ce qu'il avait été convenu d'appeler le trou, donc avec ses odeurs d'urine et d'excréments. Et je m'en vais continuer maintenant avec les cellules de l'OCRB. Dans ces cellules, Madame la Présidente, Madame Michel Juge, les éléments de la Seleka sous le contrôle de M. Saïd détenaient des personnes considérées comme favorables à Bozizé, mais aussi des chrétiens, des membres de certains groupes ethniques pris pour cible tels que les Gbaya, les Mandja ou les Banda, ou bien des militaires, d'anciens membres des forces armées centrafricaines, donc plus connues sous l'acronyme de FACA, ou de la garde présidentielle, ou des personnes, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, estimées qu'elles étaient affiliées à Bozizé. Les déclarations des témoins P 2161, P 2478, P 2105, P 1737 démontreront que M. Saïd avait pleine autorité à l'OCRB, où il commandait les 35 à 60 Seleka qui étaient en poste, Madame le Président. À l'époque où l'accusé était aux commandes, il portait l'uniforme militaire. Il avait une escorte militaire et les éléments de la Seleka se référaient à lui comme le colonel. C'est comme ça qu'il l'appelait. Commandant. On l'appelait aussi chef ou directeur de l'OCRB. Madame la Présidente, Madame Michel Juge, sur vos écrans, maintenant s'affiche une liste officielle des éléments de la Seleka qui étaient en poste à l'OCRB en 2013. Sur cette liste, vous verrez que l'accusé est répertorié comme étant le numéro 1, donc à la tête, et que son adjoint et chef des opérations, le colonel Mahamad Tahir, est le numéro 2. Donc M. Saïd et Tahir n'étaient pas les seuls impliqués dans les crimes commis dans cette structure qui était l'OCRB. D'après les témoignages des témoins initiés, qu'on appelle aussi les témoins de l'intérieur, tels que P0338, P2161 ou P2563, un Seleka dénommé Yaya Soumen était lui aussi un des subordonnés et conseiller de M. Saïd, tout comme Hissène Damboucha. Ces hommes étaient membres du plan commun car ils jouaient également un rôle décisif dans les arrestations et les tortures qui étaient infligées, encore une fois, dans cette structure qu'est l'OCRB. D'après le témoin P
338, dont vous entendrez le témoignage, Yahya était l'associé en lequel Saïd avait le plus confiance. C'est essentiellement sur lui qu'il se reposait au premier chef. À l'époque des crimes commis, M. Saïd était subordonné à Noureddin Adam. Il s'assurait que les ordres donnés par Adam, en tant que ministre de la Sécurité publique, étaient exécutés. Nous présenterons, Madame le Président, Madame le juge, Monsieur le juge, des éléments de preuve démontrant que les détentions arbitraires et les tortures avaient lieu en permanence. Qu'Adam a fourni les fonds pour les Seleka de l'OCRB à M. Saïd, qu'il organisait des réunions sur place et recevait des rapports. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le juge, à l'époque, Adam a délivré des cartes d'identification. Donc, le procureur l'a annoncé dans son propos liminaire. Donc, il a distribué ces cartes aux membres de la Seleka où apparaît sa signature. Ces cartes mentionnaient la référence que vous voyez, CMSAK, qui est l'abréviation colonel Mahamat Saïd Abdel Kani. L'une de ces cartes, obtenue auprès de l'élément de la Seleka P1737, c'est celle-là que vous voyez sur l'écran. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le juge, cette carte a été délivrée en 2013, à l'époque où les crimes étaient commis. Et ces cartes permettaient de reconnaître les éléments de la Seleka. Donc en fait, c'était le signe identitaire. Et en dehors d'Adam, M. Saïd collaborait régulièrement avec d'autres chefs de la Seleka qui étaient également impliqués dans les arrestations et les mauvais traitements infligés aux détenus de l'OCRB, en particulier, et vous le voyez s'afficher, le général Fadoul Al-Bachar, qui était le directeur adjoint du comité extraordinaire pour la défense des acquis démocratiques, et donc dont l'acronyme connu est CEDAD. Donc vous voyez aussi la photo du général Adoum Rakis, qui était le directeur adjoint de la police. Et enfin, vous voyez également bien encerclé le général Mahamad Saleh Adoum Kete. Donc, grâce aux témoins initiés tels que P21-05, P25-63, P338 et P787, et aux témoins victimes que sont P0547 et P3056, l'accusation présentera des preuves établissant que ces dirigeants de haut rang, dont vous venez de voir les photos, de la Seleka et M. Saïd, ont collaboré pour emprisonner et maltraiter des détenus à l'OCRB. Cette collaboration est en outre attestée, corroborée par des registres des données téléphoniques, donc, comme je vous l'avais annoncé. En plus des témoignages, donc, il y a de la preuve documentaire aussi qui vous sera fournie à foison. Donc, ce sont des registres des données téléphoniques recueillis et correspondant au numéro de téléphone attribué à M. Saïd. Et sur vos écrans,
Madame la Présidente, Madame le juge, Monsieur le juge, vous pouvez voir un extrait de ces tableaux, de séquences d'appels élaborées à partir de données brutes des registres de données téléphoniques du témoin P3108. Les appels téléphoniques entrants et sortants correspondant au numéro de téléphone portable de M. Saïd montrent qu'au cours de la période envisagée par les charges, il a communiqué avec Noureddine Adam à 101 reprises, au moins. Avec Hissène Damboucha à 249 reprises au moins. Et avec Mahamad Saleh à 133 reprises au moins. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le juge, des policiers étaient également en poste à l'OCRB. Cependant, la présence et les activités de M. Saïd et des Seleka qu'il commandait les privaient dans les faits de tout pouvoir. P 338 et P 787 que j'ai mentionné tout à l'heure expliqueront que les policiers de carrière devaient se plier aux ordres de M. Saïd. Les témoignages que vous entendrez démontreront que M. Saïd décidait des personnes qui devaient faire l'objet d'une enquête et de celles qui devaient être présentées devant le procureur. Ils étaient rarement informés par Adam ou M. Saïd des opérations en cours. Ils n'avaient pas non plus accès aux prisonniers détenus dans la cellule souterraine, cette même cellule qui était sous les pieds de l'accusé. Les éléments de preuve démontreront qu'ils craignaient les Seleka de l'OCRB dans l'exercice de leurs fonctions. En d'autres termes, ce qui devait être la distribution de pouvoirs de police normaux avait cédé le pas à cet arbitraire dont l'accusé était le symbole. Le contrôle exercé par M. Saïd à l'OCRB a duré 4 mois, jusqu'au 30 août 2013, date à laquelle les Seleka ont été écartés de l'OCRB à la suite des critiques et des voix qui se sont élevées dans les médias nationaux et internationaux à propos de leur conduite à l'égard des détenus sur place. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le juge, sur vos écrans s'affiche la photographie de la cérémonie de passation de pouvoir à l'OCRB, donc pendant qu'il quittait. Vous le verrez, le président Djotodia, l'accusé M. Saïd, Tahir et d'autres chefs et dignitaires de la Seleka étaient présents, avec les encerclés pour bien les identifier. Madame la Présidente, Madame et Monsieur le juge, je vais à présent aborder les crimes qui ont été commis à l'OCRB à la période durant laquelle M. Saïd avait le contrôle du centre. Et je laisserai le soin au premier substitut qui est sur ma droite, Mme Olo Makwaya, d'élaborer sur la responsabilité pénale à titre individuel. Dans les paragraphes 129 à 256 du mémoire de première instance, l'accusation a fait état de faits essentiels et des éléments de preuve qui étaient
les chefs 1 à 7 qui ont déjà été annoncés par le procureur Khan et dont vous êtes à présent bien familier parce que étant dans le document contenant les charges. Entre le 12 avril 2013 au moins et le jour où il a quitté l'OCRB, à savoir le 30 août 2013, M. Saïd a aidé de ses adjoints, de ses proches collaborateurs et d'autres éléments, c'est le cas de l'OCRB, à arrêter et détenu des partisans présumés de Bozizé. Ces détenus étaient en majorité des hommes, des chrétiens et des membres de groupes ethniques tels que les Gbaya, les Mandja ou les Banda, traditionnellement associés à l'ancien président Bozizé. D'autres étaient pris pour cible pour avoir simplement travaillé dans son administration. Et à présent, je vais, Madame la Présidente, Madame Monsieur le juge, aborder le crime d'emprisonnement par rapport aux charges spécifiques. Les détenus, tous des civils, ont été privés de leur liberté, ce qui constitue bien entendu le crime d'emprisonnement. Le complexe de l'OCRB était fermé et gardé. Tout au long de leur détention, ils étaient sous le contrôle de l'accusé et ne pouvaient pas quitter l'OCRB sans son autorisation. Les victimes, en l'espèce, étaient détenues arbitrairement, sans examen rapide de leur dossier, de la part d'une autorité indépendante et impartiale, sans examen de la question de savoir si leur arrestation et leur détention étaient requises pour des raisons impérieuses de sécurité et bien entendu sans garantie procédurale. Comme le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, l'a fait valoir, le critère des impérieuses raisons de sécurité doit demeurer le critère légal minimum, régissant l'internement des civils. Quand bien même on considérerait ces détenus comme des personnes internées en vertu du droit international humanitaire, aucun, je dis bien aucun, des droits reconnus aux détenus n'a été respecté. Au contraire, la privation de liberté a été imposée de manière arbitraire et sans examen rapide de leur dossier. La gravité du comportement était telle qu'il y a eu violation de règles fondamentales du droit international. Les arrestations revêtaient un caractère arbitraire. Et des victimes telles que P1743 et P2263 ont été arrêtées. Pourquoi? Pour le prétexte qu'elles préparaient un coup d'État, alors qu'elles avaient simplement ramassé un tract politique ou qu'elles tenaient une feuille de papier entre les mains, dans la rue. Ça a suffi pour les arrêter. D'autres ont été accusés d'être affiliés à Bozizé, en raison simplement de leur nom de famille, ou parce qu'elles avaient travaillé auparavant dans son administration. Le nombre d'arrestations et de détentions a augmenté à la mi-août 2013 après les perturbations survenues lors de la cérémonie d'investiture du président Diotodia. Plusieurs hommes et une femme ont été arrêtés sans que leur responsabilité présumée dans les perturbations ne soit clairement établie.
ces arrestations sont survenues alors que se déroulait la deuxième opération de désarmement à Boirabe, un quartier qui avait été associé au président Bozuzé, et donc qui est Baya et à ses partisans. Il n'y a eu aucun examen du fondement de leur détention et aucune garantie procédurale ne leur a été accordée. Donc, le règne total de l'arbitre. Les détenus avaient droit à un examen rapide, indépendant et impartial de la légalité de leur détention, ainsi qu'à d'autres garanties. Même si les détenus n'étaient pas toujours traités de la même manière, ils entraient dans ce que on pourrait résumer en deux grandes catégories. Il y a d'un côté ceux qui étaient traités comme s'ils étaient soupçonnés d'avoir commis un crime ou avaient été inculpés pour ce crime, mais à qui on n'accordait pas suffisamment les droits qui s'imposaient. Et de l'autre côté, il y avait ceux qui étaient apparemment détenus, complètement en dehors de tout cadre légal pour régir leur détention. Ainsi, tandis que certains détenus ont été officiellement inculpés pour des crimes, après leur mise en détention initiale, même si les charges étaient manifestement mal fondées, telles que les personnes détenues à la suite des événements liés à la distribution de tracts, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, d'autres n'ont pas bénéficié d'une procédure régulière. Les victimes étaient détenues dans des conditions qu'on pourrait qualifier sans exagération d'exécrables. Les cellules étaient exiguës et surpeuplées. Environ 12 à 15 détenus étaient serrés les uns contre les autres dans des cellules sans fenêtres, où l'air était étouffant et où il n'y avait qu'un seau pour servir de toilette. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le juge, le témoin P622 vous dira, et je le cite, « Il était impossible de se coucher à même le sol car la cellule était remplie. » Voilà à quel point c'était horrible. Les gens étaient tellement tassés les uns sur les autres que le témoin, donc 622 que vous entendrez, vous dira que même se coucher n'était pas possible. Les éléments de preuve que nous présenterons montreront que les détenus avaient peur. Les détenus avaient soif. Ces détenus avaient faim. Ces détenus ne pouvaient pas dormir. Ils recevaient peu ou simplement pas de nourriture. Même l'eau qui était si vitale, même l'eau, était une denrée extrêmement rare. Et cette rareté était d'une telle extrémité que vous entendrez ce témoin P622 qui viendra ici pour vous dire ce qu'il a enduré. Faute d'eau, parce qu'il n'y en avait pas, il n'y avait pas du tout d'eau. Donc, il viendra vous indiquer qu'il a été réduit à la situation de devoir boire ses propres urines. Le procureur vous a parlé de la cellule souterraine sous le bureau de Saïd en utilisant cette image bien parlante
que voilà, il les a fait sous ses pieds. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le juge, à l'époque visée par les charges, au moins 31 détenus de sexe masculin ont été placés dans cette cellule souterraine, dans ce qu'on vous a appelé le trou. Et l'accusation fera comparaître des victimes qui ont survécu aux conditions de détention extrêmement difficiles et aux mauvais traitements infligés dans le trou. Le témoin P3556, vous l'entendrez. Et pour vous donner un avant-goût, je m'en vais un tout petit peu citer ce qui sera son témoignage à venir. Et je le cite. La cellule sous-sol était un lieu vraiment puant. Elle mesurait environ 4 mètres sur 4, avec une très petite ouverture au mur. Vers midi, nous avions une petite lueur. Mais après 15 heures, nous étions plongés dans le noir. Les premiers détenus avaient mis des cartons et de la paperasse pour faire des monticules sur lesquels ils se couchaient. En face des monticules, soit à une distance d'environ 2 mètres, nous nous soulagions. En fait, pour indiquer uriner ou bien déféquer. Nous vivions avec nos excréments et nos urines. L'intérieur de la cellule, et cela va sans dire, sentait très mauvais. Il y avait des cafards, des lézards et des rats. Donc voilà en partie ce que le témoin P3056 viendra vous dire. Madame le Président, Madame le juge, Monsieur le juge. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo qui vous a été présentée par le procureur Khan, il s'agissait bel et bien d'un trou, comme l'ont décrit les victimes. Pas vraiment de porte pour y entrer ou en sortir. Et comme un témoin l'a dit, il n'y avait même pas d'escalier, il fallait presque sauter pour aller là au fond. Pendant la période où des victimes ont été détenues dans ce trou, son accès était limité. Et certains policiers viendront témoigner qu'ils ne connaissaient même pas son existence. L'accusation fera déposer des personnes qui, à l'instar du témoin 2478, qui, à la fin août 2013, dans le cadre de ses fonctions, a entendu des bruits provenant du plancher, du bureau de Saïd. Et il était bien en fonction là-bas. Mais tout cela, en fait, était fait hors leur connaissance. Il a entendu ce bruit, P2478. Donc, quand P2478 a soulevé les planches de bois, donc ce témoin a vu au moins 5 prisonniers dans le trou. Et comme elle l'indiquera, ce témoin a cru que ces personnes allaient mourir. Parce qu'elles avaient les pieds et les mains liés, et ceci
avait commencé à enfler, à gonfler. Il saignait et avait l'air d'avoir été torturé. Les éléments de preuve montreront que ceux qui étaient arrêtés et détenus n'étaient pas toujours enregistrés dans un registre conservé par les Seleka de l'OCRB. P547 viendra témoigner qu'il n'existait aucune trace de sa détention dans les registres de l'OCRB, bien qu'il ait été détenu pendant plusieurs jours dans ce fameux trou. Les éléments de preuve montreront que le commandant Yaya, l'un des co-auteurs de l'accusé, avait ordonné à ses hommes de dire aux proches de ce témoin, P547, qu'il n'était pas détenu à l'OCRB et qu'il avait été conduit ailleurs lorsque ces derniers sont venus le chercher. La privation de droits des détenus, ainsi que les conditions inhumaines de détention et le caractère arbitraire des arrestations, Madame le Président, Madame le juge, Monsieur le juge, donc, ces conditions, cela satisfait bien aux éléments requis s'agissant du crime contre l'humanité d'emprisonnement au sens de l'article 7.1e. Dans certains cas, les mauvais traitements, la douleur et les souffrances infligées aux détenus s'apparentaient à des actes de torture, des traitements cruels et des atteintes à la dignité de la personne. Madame le Président, Madame et Monsieur les juges, à présent, je vais aborder les éléments de preuve à l'appui des faits essentiels pour le crime de torture. M. Saïd et ses subordonnés ont soumis au moins 16 détenus de sexe masculin à une méthode de torture appelée l'arbatachar. Dans sa présentation, le procureur Khan vous a déjà donné quelques premières indications par rapport à ce, en quoi ça consiste et par rapport à ses effets. Donc, puisque c'est un élément si important du dossier du procureur, vous souffrirez, Madame le Président, Madame le juge, Monsieur le juge, que je revienne rapidement dessus. Pour vous indiquer que cette méthode, elle consistait à attacher les mains, les coudes et les jambes dans le dos de la personne. Les chevilles étaient attachées au coude pour arquer le corps et lui infliger une posture extrêmement douloureuse. Et voilà, donc, après l'exemple que le procureur vous a donné, je vous donne encore ici l'exemple d'un homme attaché selon cette méthode. Vous le voyez à présent. Et pour illustrer justement ce que cela fait, en plus de l'image, je vous livre ce que P547 a indiqué et certainement qui sera également entendu ici au titre de la preuve. Voici ce que P547 nous dit. J'étais tellement sérieusement attaché que mes jambes étaient fatiguées et mes bras étaient paralysés. J'ai encore proféré des injures
aux éléments de la Seleka en leur disant de me tuer une bonne fois pour qu'on en finisse. Voilà, donc je pense que ça peut vous donner une indication de l'intensité de la douleur, des souffrances qui sont causées par cette méthode de torture, à un point tel que la personne qui y est soumise préfère plutôt en finir avec la mort que de continuer à endurer ce supplice. Madame la Présidente, Madame et Monsieur le juge, vous avez vu ces photographies montrées par le procureur de P547. Des détenus étaient attachés selon cette méthode de l'arbatachar et étaient frappés pour leur soutirer soit des informations ou carrément des aveux. Un autre témoin, P481, viendra déposer. Il vous dira qu'il a été arrêté pour avoir, soi-disant, conspiré avec l'ancien président Bozizé en juin 2013. Les Seleka de l'OCRB, qui étaient sous le contrôle de M. Saïd, l'ont obligé à boire 3 verres d'eau d'affilée. Lui ont attaché les mains dans le dos et l'ont fait s'allonger sur le dos, la partie centrale de son dos étant adossée à une planche de bois, tandis que son corps était tiré vers l'arrière. Il a été battu sur son ventre nu pendant 20 minutes. Les Seleka lui ont ensuite mis du nylon brûlant sur les mains et il en porte encore les cicatrices aujourd'hui. Donc vous voyez, l'arbatachar, mais même l'eau explorée dans ses variantes extrêmes. Tout à l'heure, je vous ai indiqué le cas où c'était la privation totale d'eau, au point que les personnes assoiffées en étaient réduites à boire leur urine. Et voilà que l'eau maintenant est donnée à profusion, mais à une quantité quasiment impossible à ingurgiter avec l'un verre après l'autre. Également, une autre forme de torture, vraiment, la torture en fait explorée en fait, dans toutes ses subtilités, si je peux l'appeler comme ça. Les victimes de l'arbatachar expliqueront qu'elles ne pouvaient plus marcher, qu'elles étaient incapables de se servir de leurs membres. Certaines étaient paralysées temporairement. D'autres avaient les bras décolorés et ne pouvaient plus s'alimenter seules. D'autres encore étaient si fatiguées, si exténuées, qu'elles avaient besoin d'aide pour changer de position, et d'autres, enfin, ont souffert de plaies infectées. La douleur ressentie ne s'est pas arrêtée là. Les témoins raconteront les répercussions lointaines que l'arbatachar continue à avoir dans leur vie, car certains ne sont plus capables de mener des activités quotidiennes, normales, et ont encore des souvenirs récurrents des souffrances qu'ils ont endurées. Comme les victimes en témoigneront, cette méthode de l'arbatachar présente des risques graves pour la vie et la santé, dont la suffocation, la paralysie,
et d'autres formes de traumatisme à long terme, comme c'est bien connu. Madame la Présidente, Madame et Monsieur le juge, cette méthode de l'arbitraire satisfait aux éléments requis s'agissant du crime contre l'humanité et du crime de guerre, de torture, au sens des articles 7.1, F et 8.2 C, I, 4. D'autres formes de mauvais traitement se rapportant à des actes de torture ont également été infligées à l'OCRB, notamment des passages à tabac musclés avec des fouets et d'autres instruments ayant entraîné des saignements, ainsi que les recours à ces méthodes de simulacre d'exécution. Le témoin 1743 viendra raconter les coups violents que 15 autres personnes et lui ont reçus à leur arrivée à l'OCRB en juillet 2013. Ils ont été frappés parce que certains d'entre eux avaient ramassé ou photocopié des tracts dans la rue appelant à une manifestation ou grève pacifique contre le régime de la Séléka, opération aussi appelée Ville morte. Et voilà ce qu'ils ont enduré pour avoir simplement ramassé ou photocopié ces tracts. P2263, victime donc, des mêmes exactions, a indiqué ce qui suit et qui sera au cœur de ce témoignage que vous entendrez, Madame la Présidente, Madame le juge, Monsieur le juge. Voilà ce que P2263 nous dira. Nous avons dû nous allonger et ils ont étalé de l'eau et de la boue sur notre dos. Puis, ils ont ajouté des graviers provenant du sol. Je pense que c'était pour accentuer la douleur. Les Sélékas sont ensuite venus avec des cordes habituellement pour attacher les vaches. Ils nous ont frappés sur le dos avec une corde, chacun à son tour. Lorsque l'un était fatigué, et ici je parle de ce qui frappait, pas ce qui recevait les coups. Donc, lorsque l'un était fatigué, un autre prenait la relève. L'ordre, dit encore P2263, l'ordre était de nous fouetter chacun 20 fois. Il recommençait si quelqu'un faisait du bruit pendant qu'il nous battait. Pendant les coups, j'ai uriné sur moi. Et je sais que quelqu'un a déféqué dans ses sous-vêtements. Voilà ce que vous entendrez de P2263. Les actes de torture subis par les victimes à l'OCRB étaient pratiqués dans le but spécifique d'infliger une douleur et des souffrances afin d'obtenir des renseignements ou des aveux, de punir, d'intimider ou de contraindre les personnes détenues. Donc on peut bien voir ici
que les éléments requis pour le crime de torture en tant que crime de guerre sont bien réunis. Madame le Président, Madame le juge, Monsieur le juge. Les éléments de preuve qui seront présentés au procès démontreront que pendant toute la période considérée, les détenus étaient torturés sous la garde et le contrôle de l'accusé et des Séléka de l'OCRB, subordonnés à M. Saïd. Les prisonniers détenus à l'OCRB avaient au moins été mis hors de combat, au moins, ou étaient des civils, des membres du personnel médical ou religieux ne prenant pas activement part aux hostilités. Les châtiments extrêmes décrits par les victimes de l'OCRB, Madame la Présidente, Madame le juge, Monsieur le juge, donc ces châtiments extrêmes répondent également à l'élément requis pour le crime de guerre de traitement cruel au sens de l'article 8 de CI 3 qui correspond au chef d'accusation 4. Pour ce qui concerne l'atteinte à la dignité de la personne, outre l'extrême douleur causée, la méthode de l'arbatachar consistant à mettre la personne dans une position corporelle censée être humiliante et dégradante, donc cette méthode satisfait bien aux éléments requis s'agissant du crime de guerre d'atteinte à la dignité de la personne au sens de l'article 8 de C de I. Pour ce qui concerne les autres actes inhumains, les conditions extrêmes de détention ainsi que l'absence de soins médicaux, de nourriture ou d'eau dans les cellules de l'OCRB constituent également le crime contre l'humanité d'autres actes inhumains, au sens de l'article 7.1k. Et s'agissant de la persécution, les éléments de preuve démontreront, au-delà de tout doute raisonnable, que M. Saïd a commis le crime de persécution, qui est le chef d'accusation numéro 7. Les éléments de preuve qui seront versés montreront que des personnes étaient prises pour cible en raison de leur appartenance ethnique et pour des motifs d'ordre religieux, politique ou sexiste. Les victimes appartenaient principalement à certains groupes ethniques pris pour cible, tels que les Gbaya, les Mandja ou les Banda. Les victimes étaient chrétiennes. Les victimes étaient presque exclusivement de sexe masculin. Les victimes étaient également prises pour cible pour des motifs politiques, car elles étaient considérées comme des partisans de l'ancien président Bozizé.
l'intention discriminatoire, Madame la Présidente, Madame le juge, Monsieur le juge, donc cette intention discriminatoire de M. Saïd est établie par le mode opératoire des crimes commis contre les victimes, ainsi que par les propos utilisés par les Séléka de l'OCRB. Par exemple, le témoin P481, il a été appelé le grand soutien de Bozizé par le général Noureddin Adam. P547 a été qualifié de mercenaire de Bozizé par le général Fadoul al-Bachar. Tandis que P3056 a été interrogé à propos de ses liens présumés avec Ngaï Kosset et Bozizé. Vous le voyez, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges, les éléments de preuve qui seront versés au dossier de ce procès établiront clairement et au-delà de tout doute raisonnable que les crimes d'emprisonnement, de torture, de traitement cruel, d'autres actes inhumains, d'atteinte à la dignité de la personne et de persécution ont été commis contre des détenus de l'OCRB. Donc, à présent, Madame la Présidente, Madame le juge, Monsieur le juge, je vous remercie de votre patience. Et ma collègue, le premier substitut, Madame Olo Makwaya, va continuer, surtout pour ce qui concerne la responsabilité individuelle, et elle fera sa présentation en anglais. Je vous remercie. Thank you very much. La juge présidente, je vous remercie, Monsieur Nyang. Madame Makwe, s'il vous plaît. Madame Makwaya, bonjour. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, je vais en fait maintenant vous parler de la responsabilité pénale individuelle de l'accusé M. Saïd à l'OCRB. Madame la Présidente, les éléments de preuve vont déterminer au-delà de tout doute raisonnable que M. Saïd a participé aux crimes allégués à l'OCRB en tant que co-auteur direct, et ce au titre de l'article 25.3 petit a. Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges, M. Saïd n'a pas commis ces crimes seul. M. Saïd a partagé un accord, une entente commune avec les personnes qui ont été décrites précédemment par Monsieur le procureur Khan. Il a commis ces crimes avec Nouradim Adam, le colonel Mahamat Tahir, le colonel Isséné Damboucha, Ya, et nous vous montrons donc la liste de ces noms sur vos écrans. Yahya Soumaïlé, le général Mahamat Saleh, Adoum Kété, le général Adoum Arakis, le général Fadoul al-Bachar et d'autres éléments de la Séléka à l'OCRB pour cibler des personnes qui étaient considérées comme des partisans de M. Bozizé à Bangui, et ce en commettant les crimes reprochés au chef 1 à 7. Le procureur va présenter des éléments de preuve suivant lesquels il existait un accord établi par le biais de leur coordination régulière et mutuelle lorsque les crimes ont été commis. Pendant toute la période pertinente pour les accusations, M. Saïd contrôlait l'OCRB. Et dans ce rôle, M. Saïd a ordonné l'arrestation, a supervisé l'arrestation, la détention et les mauvais traitements graves
infligées à des personnes qui étaient considérées comme pro-Bozizé. Madame la Présidente, l'accusé a exercé le contrôle sur la commission des crimes par le fait de ses contributions essentielles au plan commun. Le procureur va présenter à la barre au moins 12 témoins initiés, des témoins qui savent comment ces crimes ont été commis, des personnes qui savent, qui présenteront des éléments de preuve qui indiqueront qu'il y a eu des contributions essentielles différentes au crime. Et nous convoquerons également plusieurs victimes des actes de l'accusé, de M. Saïd. Ces victimes vous décriront les conditions absolument épouvantables dans lesquelles elles ont vécu à l'OCRB. Et au départ, comme cela vous a été indiqué, il faut savoir qu'il y aura des éléments de preuve documentaires, notamment des ordonnances de libération qui ont été rédigées par M. Saïd lui-même. Madame la Présidente, je vais maintenant vous présenter la liste de ce qui, d'après nous, constitue les contributions essentielles de l'accusé. Vous entendrez pendant tout ce procès le fait qu'il a arrêté les partisans de M. Bozizé, ou les personnes qui étaient considérés comme des sympathisants de M. Bozizé. Il a par exemple arrêté au moins 2 soldats, un qui a été arrêté dans un terrain de football et l'autre qui était chez lui pendant la nuit. Et ces 2 personnes ont été arrêtées et ont par la suite été tuées. L'accusation va également présenter des éléments de preuve au sujet d'au moins 9 victimes qui ont été détenues par M. Saïd dans le trou qui se trouvait en dessous de son bureau. Vous avez entendu la description faite par M. Khan, vous avez entendu la description faite par le procureur adjoint, M. Mamé Niang. Vous entendrez des éléments de preuve qui vous permettront de comprendre que M. Saïd contrôler la cellule souterraine. Non seulement il savait que des détenus s'y trouvaient, mais il pouvait les sentir et il pouvait les entendre. Vous avez entendu que ce trou, cette cellule, ce trou se trouvait en dessous de son bureau. Donc il ne peut pas vous dire qu'il ne connaissait pas l'existence de cette cellule et le fait que la détention de victimes dans ce trou. Nous avançons qu'il a participé à certains des interrogatoires. Il a lui-même participé à certaines des arrestations et à la détention de ces personnes qui se trouvaient dans cette cellule souterraine. Madame la Présidente, il était tout à fait conscient, à tout moment de la vie de l'accusation, des conditions inhumaines de détention et du manque d'une procédure régulière pour les prisonniers qui étaient détenus à l'OCRB. Mesdames et Messieurs les juges, en qualité de chef de l'OCRB, M. Saïd avait également le pouvoir d'arrêter et de relâcher des détenus. Les éléments de preuve démontreront que certains de ces détenus étaient relâchés sur ses instructions ou son autorisation. Parfois, il donnait l'ordre par écrit. Sur vos écrans, Madame la Présidente, Madame et Monsieur le juge, vous pouvez voir un ordre de ce type. Sur cet ordre, vous voyez, Madame la Présidente, le numéro de téléphone de l'accusé. 73353523, c'est son numéro de téléphone. Vous remarquerez également, Madame la Présidente, que cet ordre de libération est signé le colonel. C'est le grade que M. Saïd, l'accusé, avait alors qu'il menait et qu'il supervisait l'OCRB au cours de la période incriminée. En haut également, vous voyez également sur l'ordre du CMSAK. Le procureur adjoint Niang vous a expliqué ce que cela voulait dire. Madame la Présidente, non seulement nous considérons qu'il avait le pouvoir d'arrêter et de détenir, mais lorsqu'il le souhaitait, il pouvait donner des ordres de libération de certains détenus. La prochaine diapositive, Madame la Présidente, montre une autre ordonnance de mise en liberté
sur ces instructions. Comme les deux ordonnances précédentes, vous verrez que ces ordonnances de libération ont toutes été émises en 2013, à l'époque où M. Saïd était responsable de l'ECRB, à l'époque où M. Saïd détenait des civils, détenait des prisonniers exclusivement masculins à l'OCRB. Autre contribution essentielle de l'accusé, M. Saïd, dont il est considéré responsable, c'est son utilisation et son autorisation de la méthode de torture dite de l'Arbatachar. Le procureur adjoint Niang vous a présenté longuement l'impact de la torture Arbatachar. Le procureur Khan a également fait allusion à cela. Nous considérons, Madame la Présidente, Madame et Monsieur le juge, que non seulement il a approuvé, mais que son soutien à cette méthode constitue une contribution essentielle au dessein commun et à l'accord entre lui-même et ses co-auteurs. P0338, Madame la Présidente, témoignera que M. Saïd a approuvé la méthode comme étant le meilleur moyen d'obtenir des aveux. Vous avez entendu quelles étaient les répercussions épouvantables de l'Arbatachar sur les prisonniers qui étaient soumis. Et pourtant, qu'a-t-il dit à son subordonné? Qu'a dit l'accusé à P0338? Il a dit que c'était la meilleure méthode pour obtenir des aveux. Madame la Présidente, son subordonné Yahya a attaché P0547 selon la technique de l'Arbatachar. Vous l'entendrez vous-même lorsque ce témoin témoignera devant vous. Son subordonné Yahya a attaché P0547 selon la technique de l'Arbatachar et il l'a suspendu. Il l'a suspendu au poteau en forme de fourche de l'OCRB. Lorsque ce témoin témoignera, Mesdames et Messieurs les juges, vous entendrez par vous-même et vous verrez les zones où il a été torturé. Les contributions essentielles apportées par M. Saïd ne se résumaient pas uniquement à la torture des victimes. Il a également fourni aux éléments de la Seleka présents à l'OCRB des armes, de la nourriture, des véhicules, des uniformes et, comme vous l'avez vu précédemment au cours de notre exposé, des cartes d'identification qui avaient pour but d'identifier les Seleka et de les distinguer des autres. Sa contribution essentielle ne s'est pas terminée là. Cela ne s'est pas terminé là. Cela inclut l'interrogation de victimes en utilisant les méthodes les plus violentes. Il le faisait avec son subordonné Yahya et son subordonné Tahir. Il l'a fait à l'OCRB pour obtenir des informations de ceux dont on considérait qu'ils étaient des partisans de Bozizé ou qui lui étaient liés. Vous entendrez des éléments de preuve, Mesdames et Messieurs les juges, qu'un témoin a été menacé avec une arme à feu par l'accusé. Il a été menacé de mort au moment de son interrogatoire. Monsieur Saïd a également supervisé le fonctionnement de l'OCRB. Il donnait des ordres aux policiers qui étaient en poste et il décidait, Mesdames et Messieurs les juges, qui devaient être interrogés ou présentés devant le procureur. C'est lui qui avait le pouvoir de décider. Il n'y avait aucun recours légal ou judiciaire. C'est lui en personne qui décidait. Les Seleka de l'OCRB, sous le contrôle de M. Saïd et les membres du plan commun, ont, au cours de la période visée par les charges, étroitement collaboré avec lui pour commettre les crimes reprochés. Ils ont également apporté
des contributions essentielles dans le contexte de ce plan commun. Les éléments de preuve démontreront que le général Adam Nouradine a interrogé des détenus à l'OCRB, le colonel Tahir, l'adjoint de Saïd, a coordonné avec lui les arrestations et les détentions. À plusieurs reprises, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges, le général Saleh a amené à l'OCRB des détenus considérés comme des partisans de Bozizé. Le général Rakis, Adam et Saïd ont ensemble arrêté et détenu un jeune boulanger considéré comme étant un partisan de Bozizé. Le général Al-Bachar a arrêté le P0545 et Yahya a supervisé sa détention et l'a torturé à l'OCRB. Madame la Présidente, ces membres du plan commun et l'accusé Saïd, comme Yahya et Tahir, ont exécuté 16 ordres s'agissant des détenus qui ont été mis au trou et ailleurs dans le complexe de l'OCRB. Vous avez entendu le procureur adjoint et le procureur et vous avez vu des images de ce complexe de l'OCRB. Vous avez vu les autres cellules G1 à 7 et vous avez également vu le trou dans le cave. Au cours de ce plan commun, comme je l'ai dit, Yahya et Tahir ont exécuté les ordres de Saïd. Autre membre du plan commun, Damboucha, a également coordonné avec Saïd, l'accusé, les arrestations et les détentions et a amené des détenus à l'OCRB. Leurs actions, Madame la Présidente, étaient étroitement coordonnées à l'appui du plan commun qui consistait à arrêter, détenir et maltraiter les partisans présumés de Bozizé à l'OCRB. Pour ce qui est de son intention et de sa connaissance, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges, les éléments de preuve de l'accusation montreront que M. Saïd avait non seulement connaissance des crimes reprochés, mais qu'il entendait également y contribuer. Il n'était pas là de façon passive, il avait pour intention de contribuer à ces crimes. Il était présent en permanence à l'OCRB, à l'époque visée par les charges. Pratiquement tous les jours, les éléments de preuve, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges le démontreront. De plus, M. Saïd était le Séléka le plus haut placé, le plus puissant en poste à l'OCRB. Vous entendrez des preuves données par d'autres, que d'autres sont venus et partis, mais lui, il était un élément fixe, il donnait des ordres et gérait le centre de détention de l'OCRB. Les éléments de preuve montreront également que la cellule souterraine était sous son bureau et qu'il a ordonné que des personnes y soient détenues. Il a également participé en personne à des arrestations et aux mauvais traitements physiques infligés aux détenus. Il a coordonné et communiqué régulièrement avec ces éléments Séléka qui eux-mêmes maltraitaient aussi les détenus. Pour ce qui est d'ordonner et encourager, Mesdames et Messieurs les juges, l'accusation affirmera et démontrera que le comportement de M. Saïd satisfaisait également aux éléments requis s'agissant de l'article 25.3b du statut. Vous entendrez des preuves selon lesquelles il a ordonné à ses subordonnés de détenir des victimes dans la cellule souterraine dans des conditions inhumaines. Vous entendrez des preuves selon lesquelles il a ordonné la détention de victimes dans les cellules en surface en sachant que les conditions de détention y étaient inhumaines. Vous entendrez les preuves selon lesquelles il a soutenu et admis le recours par ses subordonnés à la technique de l'arbatachar. Madame la Présidente, l'accusé a également incité à détenir arbitrairement des personnes, notamment en permettant que leur famille soit extorquée. Vous avez entendu cela. Il a permis que les familles des victimes soient extorquées. Par exemple,
Il a exercé une influence importante et a fourni des incitants et il a appliqué un régime d'extorsion avec un autre membre du plan commun, Tahir. Avec votre autorisation, Madame la Présidente, je vais passer aux éléments contextuels des crimes de guerre. Les crimes de guerre qui ont été commis en République centrafricaine entre avril et 2013 ont eu lieu au cours d'une période pendant laquelle l'accusé était responsable de l'OCRB. Tout au long de cette période, un conflit armé a sévi en République centrafricaine. Ce conflit, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les juges, a débuté bien avant la survenue des crimes reprochés et s'est poursuivi plusieurs mois après. À la fin de 2012, François Bozizé était alors président de la RCA. Il s'était emparé du pouvoir à la suite d'un coup d'État mené 10 ans plus tôt. En mars 2003, je recommence si vous le voulez bien. À la fin de 2012, François Bozizé était président de la République centrafricaine et s'était emparé du pouvoir à la suite d'un coup d'État mené 10 ans plus tôt en mars 2003. Madame la Présidente, l'une des parties au conflit armé était une coalition de factions politiques et de groupes armés appelée la Seleka. Monsieur Saïd, l'accusé, appartenait à ce groupe. Il était membre de la coalition Seleka. Michel Diotodia et le général Nouradi Madam étaient à la tête de cette coalition. L'autre partie au conflit armé était un groupe de forces alignées sur le président François Bozizé, les forces pro-Bozizé. Au cours du conflit armé, les forces pro-Bozizé ont réactivé des groupes d'autodéfense préexistants, ils en ont créé de nouveaux. Ils sont devenus ce qui a été appelé les anti-Balaka. Parmi les chefs de ce groupe figuraient François Bozizé et des membres de son entourage immédiat, tels que Lévi Yakete, Patrice-Édouard Ngaïsona, Bernard Mokom, Maxime Mokom et Olivier Coudémont. Mesdames et Messieurs les juges, vers août 2012, la coalition rebelle Seleka est apparue dans le nord-est de la République centrafricaine. Cette coalition était unie dans son mécontentement vis-à-vis de Bozizé et de son régime. Cette coalition était unie dans son désir de l'évincer du pouvoir. Madame la Présidente, nous allons maintenant vous montrer des photographies, photos de certains des groupes armés Seleka. Ces photographies, Madame la Présidente, ont été prises au moment où la Seleka marchait sur Bangui. Vous pouvez voir sur ces photographies que les éléments Seleka et leur chef étaient armés. Les éléments de la Seleka et leur chef portaient des uniformes. Les éléments de la Seleka et leur chef avaient des véhicules sur lesquels étaient installées des pièces d'artillerie. Sur la planche suivante, vous verrez des photographies prises par un témoin de l'accusation le 18 mars 2013 à Sibout, en République centrafricaine. Cela s'est déroulé moins d'une semaine avant la progression des Seleka sur Bangui. Sur cette photographie, mesdames et messieurs les juges, on peut voir Diotodia avec le cercle jaune et Adam
qui salue des éléments de la Seleka. 6 jours plus tard, 6 jours après la prise de ce cliché, le 24 mars 2013, la Seleka avait pris le contrôle de Bangui. La Seleka avait renversé Bozizé, qui avait été poussé à l'exil avec ses alliés. Le chef de la Seleka, dont vous venez de voir la photo, Michel Diotodia, s'est alors autoproclamé président de la République centrafricaine. Madame la Présidente, Madame et Monsieur les juges, l'attaque lancée par la Seleka contre Bangui a démontré la capacité militaire du groupe. La Seleka a contraint Bozizé et ses alliés à se retirer, ce qui a temporairement donné lieu à l'arrêt des affrontements violents. Mais cela n'a pas mis fin à la guerre. On peut se demander s'il y a eu un règlement pacifique des hostilités. Il n'y en avait pas du tout. Y a-t-il eu une absence durable d'affrontements armés entre les parties? Non, pas du tout. Existait-il un risque réel de reprise de combats intenses? Oui, absolument. Madame la Présidente, Madame et Monsieur les juges, il s'agit là de quelque chose que les deux parties au conflit comprenaient parfaitement. Après s'être emparés de Bangui, les Seleka ont établi un gouvernement de transition dirigé par Diotodia. Par le biais de décrets, ils ont nommé des membres clés de la coalition de la Seleka à des postes importants. Nous allons maintenant vous montrer un certain nombre de ces décrets. Voici certains des décrets qui ont été émis par Diotodia et son régime. Les organismes d'État ont changé de main, d'autres organismes ont été créés, par exemple un Conseil national de sécurité, dont parmi les membres on comptait Noureddin Adam et qui était présidé par Diotodia. Vous avez devant vous, Madame la Présidente, une liste des ministères et des personnes nommées à ces postes lorsque la Seleka a pris le pouvoir. Lorsque la Seleka a pris le contrôle des ministères du gouvernement et a établi des bases à Bangui, dirigées par des commandants de haut rang comme au camp Béal, la base des sapeurs-pompiers et au camp de Roux, vous entendrez des preuves, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges, selon lesquelles ces commandants ont pris part à un système de coordination et de coopération latérale afin d'atteindre l'objectif commun consistant à se maintenir au pouvoir. Monsieur Saïd était l'un de ces commandants qui était établi à la base de l'OCRB. Vous entendrez également des preuves selon lesquelles des prisonniers étaient transférés entre ces différentes bases que contrôlait la Seleka et qu'un système de distribution de nourriture était établi dans les bases mises en place. Vous entendrez également des éléments de preuve selon lesquels la Seleka, au cours de cette période, contrôlait de vastes territoires en RCA. Cela incluait la capitale, Bangui. Ils ont également mis sur pied un système de postes de contrôle pour surveiller et contrôler les mouvements de la population. La Seleka
a installé des postes de contrôle dans toute la République centrafricaine pour surveiller et contrôler les mouvements de la population, pour préserver son pouvoir et son contrôle. Ils ont également mis en place des généraux, Madame la Présidente, à la tête des différentes régions de la République centrafricaine. Lorsque la Séléka a pris le contrôle de Bangui, elle comptait, selon les informations, quelques 5000 combattants. Mais à la fin 2013, elle en comptait entre 15 000 et 20 000. Ceci, mesdames et messieurs les juges, démontre leur capacité à recruter en masse de nouveaux membres pour leur coalition. Lorsque Diotodia a pris le pouvoir, lorsqu'il s'est autoproclamé président, il a établi sa base au camp de Roux et il a créé sa propre garde présidentielle. Il a nommé ses dirigeants par décret. À l'aide de ces hommes, il a alors pu asseoir son pouvoir et établir son régime. Les autres parties au conflit, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les juges, les autres membres du conflit, Bozizé et ses alliés, ont très vite commencé à regrouper leurs combattants et leur ont accordé soutien, formation, et ils ont consolidé des groupes d'autodéfense avec pour objectif de reprendre le pouvoir par la force. Ils ont alors maintenu une structure de commandement efficace. Les éléments de preuve démontreront également qu'un nombre important de combattants expérimentés sont restés fidèles à François Bozizé. Parmi ceux-ci, il y avait d'anciens membres des forces armées centrafricaines, connus sous le nom des FACA, et d'anciens membres de la garde présidentielle de Bozizé. Même si la prise du pouvoir par la Séléka, Bangui a contraint la plupart de ses combattants à quitter la ville, ces derniers se sont retirés en assez bon ordre, comme cela sera démontré par les éléments de preuve. Ils ont eu le temps et la force de dissimuler ou d'emporter de l'arsenal militaire, parmi lesquels des armes et des munitions acquises par l'État. Par exemple, le témoin P2328, qui a fait partie d'une mission officielle envoyée dans les pays voisins par le gouvernement centrafricain de l'époque, témoignera que de nombreuses armes emmenées par les forces pro-Bozizé ont ultérieurement été récupérées dans des pays voisins. Vous entendrez également des éléments de preuve selon lesquels de nombreux combattants pro-Bozizé se sont retirés et se sont rassemblés dans les régions frontalières de la République centrafricaine pour lancer une contre-attaque. Ça ne veut pas dire que toutes ces forces fidèles à Bozizé ont fui la République centrafricaine. Certaines, vous l'entendrez dans les éléments de preuve, sont restées en République centrafricaine et ont continué à manifester des signes de résistance armée contre la Séléka. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges, je vous invite à regarder la carte que vous devriez voir sur vos écrans. Sur cette carte, vous pouvez voir Bangui en rouge. Bangui est situé le long de la frontière avec la République démocratique du Congo, à droite. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges, de nombreux combattants de Bozizé se sont repliés sur l'autre rive de l'Ubangi
en République démocratique du Congo, dans une ville dénommée Zongo, que vous voyez également sur la carte. D'autres combattants se sont retirés dans les zones frontalières du Cameroun. Ils se sont rassemblés dans des lieux tels que Bertoua ou Garoua-Boulaye. Ces deux lieux sont également sur la carte, sur vos écrans. Ces lieux ont été choisis en raison de leur intérêt stratégique. Pourquoi? Ils ont été choisis en raison de leur intérêt stratégique parce qu'ils étaient situés à proximité de l'axe principal d'acheminement des marchandises du Cameroun vers Bangui. Vous entendrez des éléments de preuve selon lesquels cet axe avait une importance capitale car c'est par cet axe que transitaient les denrées alimentaires et d'autres produits de première nécessité. Mesdames et messieurs les juges, quelques semaines après son départ de Bangui, Bozizé a tenu des réunions de haut niveau afin de planifier son retour au pouvoir. Les associés de Bozizé ont noué des contacts avec des groupes d'autodéfense existants et de nouvelles recrues afin de les organiser, les armer et les former. Dès juin 2013, des formations militaires structurées, supervisées par d'anciens membres des FACA, étaient organisées dans des lieux tels que Zongo et Kalongoy en RDC. Zongo et Kalongoy sont maintenant affichés à l'écran. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges, en République démocratique du Congo, ainsi qu'à Gobéré, au sein de la République centrafricaine elle-même. Vous voyez maintenant tous ces lieux qui sont affichés sur vos écrans. Madame la Présidente, nous allons entendre le témoin P1339, un témoin de l'intérieur, anti-Balaka, qui a suivi des formations dispensées par un partisan de Bozizé, dénommé Alfred Yekatom, à Kalongoy. La Présidente, Madame la procureure, excusez-moi, Madame la Présidente, je pense que c'est une césure parfaite, donc nous allons faire la pause déjeuner. Puis-je vous demander la chose suivante? Vous avez besoin de combien de temps, pensez-vous, lorsque nous reviendrons? La procureure, j'espère pouvoir terminer en 45 minutes. La Présidente, 45 minutes, bien. Alors je pense que je vais lever l'audience et nous reviendrons à 14h30. Merci.